Le 18 mai 2026, nous sommes dans la 5e année, au 83e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Soyez les bienvenus, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous examinerons encore des fake news sur les gains de terrain. Nous verrons également que l'Ukraine a développé et va utiliser sa première bombe planante fonctionnelle de fabrication nationale. Et ce que nous allons également examiner, ce sont bien sûr des déclarations intéressantes de la part des propagandistes russes qui vont d'une certaine manière dans le sens d'un cessez-le-feu ou bien poussent à une mobilisation extrême. Plus de détails dans le rapport. La première armée de chars de la garde russe a de nouveau été prise en flagrant délit de mensonge. Des sources russes affirment avoir pris la ville de Borova et ont publié des vidéos censées étayer cette affirmation. Borova se trouve ici, à cet endroit, à environ 12 km du front. Cependant, des analystes en sources ouvertes ont identifié le véritable lieu de la vidéo. Il s'agit de Kolomytsia, donc en fait d'une toute autre localité, qui se trouve ici à 26,5 km de là. Et cette localité a déjà été conquise en janvier 2023. La ligne de front actuelle se trouve à environ 8 km au sud de la localité. C'est déjà la deuxième fois cette année que la Russie utilise ce lieu pour des vidéos de propagande, afin de simuler la conquête d'un nouveau territoire. En janvier, elle a tourné une vidéo sur la prise de Novoplatonivka, alors qu'en réalité, ils se trouvaient ici à Kolomytsia, où ils étaient réellement en sécurité. L'armée publiait souvent des vidéos trompeuses comme tactique courante. Par exemple, le 9 mai, ils ont inséré dans une vidéo, à l'aide d'un modèle d'IA, des images de soldats russes avec des drapeaux, et ils ont affirmé avoir conquis et pris le contrôle de plusieurs endroits en même temps. Le décalage entre leur propagande et la réalité est vraiment flagrant. L'armée russe bombarde fréquemment les localités. Ils utilisent encore l'artillerie ou des drones après avoir annoncé la prise de ces lieux, car ils n'ont jamais vraiment contrôlé l'endroit. Personnellement, je trouve toute cette affaire assez intéressante, et surtout le fait que l'endroit ait déjà été conquis en janvier 2023, et maintenant, plus de 3 ans plus tard, il se trouve à peine à 8 km de la ligne de front. Donc ici, à peu près sur cette ligne. 8 km en 3 ans, cela fait environ 7 mètres par jour. Juste pour comparer, un escargot de jardin typique parcourt 3 à 4 mètres par heure. Par heure. Pour une guerre d'agression, c'est très lent. À Perm, où une raffinerie a été complètement détruite, une unité spéciale des forces de défense aérienne russes est arrivée pour reprendre le contrôle de la situation. Là où les unités régulières ont abandonné depuis longtemps. C'est le régiment des prêtres, qui résiste grâce à des forces divines là où les moyens terrestres échouent. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Les voici lors de la dernière onction à Proletarsk, après avoir été appelés pour lutter contre un incendie. Et ce n'est pas une blague. Mais le régiment est très polyvalent. Ils peuvent non seulement forcer les drones à changer de trajectoire, mais aussi bénir des armes. Comme ici, je ne sais pas, pour causer des dégâts sacrés ou quelque chose comme ça. En soi, les aumôniers militaires font surtout un très bon travail, surtout dans le monde occidental. Je ne peux que louer particulièrement ceux de la Bundeswehr. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Et aussi leur attitude, ou bien le bon équilibre entre le religieux et le militaire a, en règle générale, toujours été trouvé. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'influenceurs qui sont aumôniers militaires dans la Bundeswehr, et qui, sur Internet, savent aussi répondre assez bien à des questions, disons, critiques. Je dis cela en tant que personne sans confession. Mais comme je l'ai mentionné, c'est un monde et une responsabilité très différents de ceux du côté russe. Si ce reportage vous plaît et que vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement. Ainsi vous serez toujours sûr de voir les reportages 2 jours avant tout le monde. Il faut souvent attendre longtemps avant d'avoir ces infos sur d'autres chaînes ou la télévision publique. L'oligarque russe et partisan de la ligne dure, Konstantin Maloviev fournit déjà une préparation idéologique remarquable au cas où la Russie subirait une défaite. Sa déclaration selon laquelle perdre contre l'Ukraine ne serait pas une honte, car les Ukrainiens sont en réalité des Russes et que les Russes ne perdent jamais. C'est du jeu d'échecs en 4 dimensions de haut niveau. Ainsi, perdre redevient gagner et gagner reste toujours gagner. Ces reformulations montrent que certaines parties du pouvoir russe et de la propagande commencent à se protéger, préparant ainsi une échappatoire. Même une défaite militaire pourrait plus tard être réinterprétée rhétoriquement de manière à préserver le récit fondamental de la puissance russe. C'est typique des idéologies impériales.
Si l'Ukraine n'est pas reconnue indépendante, une défaite contre elle peut être vue comme un conflit interne plutôt qu'une réelle défaite face à un État souverain. C'est précisément ainsi que l'on tente aussi de sauver, ou du moins de réinterpréter, l'image centrale de l'invincibilité russe. Il y a peu, l'idée d'une Ukraine indépendante était vue comme une hérésie par les médias d'État russes. Désormais, on voit soudain apparaître des constructions rhétoriques visant à expliquer pourquoi la Russie n'a pas atteint ses objectifs malgré d'énormes pertes. D'un point de vue psychologique, ces déclarations ne résultent pas seulement de la confiance en soi. Elles apparaissent lorsque des systèmes commencent à se préparer mentalement à des scénarios qui, officiellement, ne devraient jamais se produire. Un récit remarquable apparaît de plus en plus souvent sur les chaînes Z russes. Soit la Russie lance une grande nouvelle mobilisation à l'automne, soit elle s'oriente vers un cessez-le-feu ou une défense de la paix. C'est précisément à ces deux options que l'on prépare progressivement l'opinion publique russe. C'est intéressant, car de tels canaux ne mènent normalement pas de discussion quelconque. Depuis des années, ils servent principalement de plateforme d'opinion pour les partisans patriotes radicaux et véhiculent souvent des positions qui apparaîtront ensuite plus largement dans l'espace informationnel russe. Et rien que le fait qu'on y parle désormais ouvertement d'une possible impasse est remarquable. Pendant longtemps, l'image d'une avancée sans fin dominait, ou celle d'une série inévitable de victoires russes. Maintenant, l'idée apparaît soudainement que la guerre ne peut guère se poursuivre avec la même intensité militaire sans une nouvelle mobilisation. Cela souligne aussi un problème que le Kremlin tente d'éviter depuis longtemps. La guerre rend de plus en plus difficile de compenser la consommation de personnel uniquement par des primes volontaires et le recrutement régional. Les partisans russes les plus durs savant bien qu'une nouvelle mobilisation serait très risquée politiquement. En même temps, ils constatent aussi que la guerre consomme énormément de ressources humaines. Et maintenant, bien sûr, la question. Nous avons récemment vu la déclaration de Strelkov, qui a dit qu'une nouvelle mobilisation n'aurait actuellement plus aucun sens. Et c'est un ultranationaliste et aussi un extrémiste radical. Pour lui, la Russie, en tant que construction impériale, passerait toujours avant tout le reste. Et même si une défaite était possible, ou qu'une défaite serait encore préférable pour protéger la Russie dans son ensemble, alors il l'accepterait. C'est ainsi que ces gens pensent. Ou du moins son groupe. Et selon lui, une nouvelle mobilisation n'a plus vraiment de sens. D'après son évaluation, elle aurait dû être faite il y a déjà 2 ou 3 ans. À ce moment-là, elle aurait encore eu un effet. Cela ne conduirait guère à un déplacement ou à une différence notable sur le front, et il pourrait bien avoir raison à ce sujet. Qu'en pensez-vous ? Écrivez-le en commentaire. L'Ukraine aurait rendu opérationnelle sa première bombe aérienne guidée locale. Le système a été développé en 17 mois via la plateforme Brave One. La bombe pourrait transporter une ogive de 250 kg et frapper avec précision des cibles à des dizaines de kilomètres. Le ministère ukrainien de la Défense a déjà acquis la première série, et les pilotes sont en formation au système. C'est pertinent militairement, car la Russie a intensifié la pression sur les positions ukrainiennes ces derniers mois avec ses bombes planantes guidées. L'armée de l'air russe a ainsi pu attaquer des cibles à une plus grande distance, sans avoir à pénétrer profondément dans l'espace aérien contrôlé par l'Ukraine. C'est précisément cette capacité que l'Ukraine essaie maintenant manifestement de développer elle-même. Avoir ses propres bombes guidées offre plus d'indépendance pour les frappes de précision et réduit la dépendance aux munitions et chaînes d'approvisionnement occidentales. Mais il est également très intéressant de noter que le temps de développement n'a été que de 17 mois. Cela signifie que cette arme n'a été développée que relativement tard dans cette guerre. Mais il faut tout de même dire, 17 mois c'est relativement court pour un pays en pleine guerre. Cela montre clairement à quel point l'industrie de l'armement ukrainienne se concentre désormais sur des développements plus rapides et pragmatiques, souvent avec un retour direct du front. Si le système pouvait être produit en plus grande quantité, cela pourrait à moyen terme changer la dynamique sur certains secteurs du front. En effet, les bombes planantes guidées alliaient une grande puissance explosive à une utilisation relativement sûre depuis une plus grande distance. C'est précisément pour cette raison qu'elles sont devenues si importantes des deux côtés. Regardez ceci. Un soldat russe est allongé dans l'herbe et se fait attaquer par un drone. Heureusement pour lui, il n'explose pas. Il reste donc indemne et n'a pas à partager le même sort que beaucoup d'autres de ses camarades. Mais au lieu de partir, puisqu'il a déjà été repéré, il prend pour une raison quelconque une branche et frappe le drone avec. Que dire de cela ? On a vraiment une telle chance de survivre à cette attaque, mais on choisit quand même une démarche manifestement stupide.
La propagandiste russe Margarita Simonian affirme désormais ouvertement que la Russie ne mène toujours qu'une opération spéciale en Ukraine, tandis que l'Europe aurait déjà commencé une véritable guerre contre la Russie. En même temps, elle menace en disant que Poutine pourrait un jour décider de mener réellement la guerre contre l'Europe. À ce stade, il n'y a vraiment pas de quoi être surpris. Mais que fait donc encore cette femme à la télévision ? Je veux dire, elle est rédactrice en chef de RT et elle avait en fait promis que si son mari mourait, elle se porterait volontaire pour l'opération spéciale. Comme nous le savons, il est mort depuis quelque temps. Alors pourquoi ne tient-elle pas sa promesse sincère ? Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? Peut-être sur RT ou sur les autres commentateurs de ce camp. Vous pouvez répondre à cela dans les commentaires, mais indépendamment du degré de véracité d'une déclaration de RT, de telles affirmations montrent à quel point le ton des médias d'État russes continue de se radicaliser. L'Europe n'est plus seulement présentée comme un soutien de l'Ukraine, mais de plus en plus comme un adversaire direct de la Russie. C'est précisément ainsi que le Kremlin tente d'élargir idéologiquement la guerre et de préparer sa propre population à un conflit de longue durée avec l'Occident. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est aussi la nervosité qui se cache derrière cette rhétorique. La Russie comptait depuis longtemps sur le fait que l'Europe resterait militairement faible sur le plan de la politique européenne et que le soutien à l'Ukraine finirait par s'effondrer. Au contraire, c'est de plus en plus l'inverse qui arrive. Des dépenses militaires élevées, de nouvelles capacités de production, une coopération militaire étroite et une orientation sécuritaire renforcée de nombreux États européens. C'est pourquoi les menaces et scénarios d'escalade sont de plus en plus présents dans les médias russes. Elles visent à dissuader, à susciter la peur et à semer le doute au sein de l'Europe. Car du point de vue russe, une Europe unie, militarisée et réarmée serait à long terme l'un des plus grands problèmes stratégiques qui soient. Au fond, cette rhétorique révèle donc tout autre chose. Moscou se rend compte que la guerre n'a pas seulement changé l'Ukraine, mais aussi l'Europe elle-même. Après la dernière élection en Hongrie et l'adhésion de 2 États à l'OTAN, on avance dans la bonne direction. Seulement un jour après les plus grandes attaques de drones ukrainiens contre Moscou, la Russie a de nouveau riposté massivement. La région de Dnipro a été attaquée la nuit avec des missiles, drones explosifs, artillerie et bombes planantes. De fortes explosions ont secoué la ville et des zones résidentielles auraient été touchées. Il ne s'agit pas seulement d'un effet militaire. La Russie essaie aussi ainsi de reprendre la maîtrise de l'escalade. Après les attaques contre Moscou, il s'agit de prouver que la Russie peut encore exercer une forte pression sur les grandes villes ukrainiennes, même si elles sont déjà bombardées chaque jour. En même temps, cette attaque montre aussi autre chose. Le Kremlin semble percevoir de plus en plus les attaques contre la capitale comme un défi direct à sa propre autorité. C'est précisément pour cette raison que ces réactions sont particulièrement dures, et pas seulement à court terme. Après des attaques ukrainiennes, principalement contre des zones urbaines en profondeur dans l'Ukraine, et pas seulement sur le front. L'agence spatiale russe Roscosmos orne désormais ses fusées de publicité. Depuis début 2026, de plus en plus de lanceurs arborent les logos de banques russes, de chaînes de restaurants ou d'entreprises médiatiques. La raison est bien sûr d'ordre financier. Après le début de la guerre, Roscosmos a perdu de nombreux clients internationaux à cause des sanctions, de l'absence de nouvelles commandes et du retrait des partenaires occidentaux. L'industrie spatiale russe a été fortement affectée, avec des pertes de centaines de milliards de roubles selon l'entreprise. Cela a une forte portée symbolique pour la Russie. Des décennies durant, l'exploration spatiale a été un symbole majeur de prestige national. Étroitement lié à l'identité de puissance soviétique et à l'ambition technologique héritée de l'Union soviétique. Les soviétiques excellaient dans la conquête spatiale, même si leurs fusées n'étaient pas les plus sûres. Mais si on regarde la course à la Lune, les Américains, ce qu'ils peuvent présenter. En fin de compte, pour résumer, c'est le premier alunissage. Alors que les Russes, ou ici l'Union soviétique, ont réussi presque tout le reste. Premier homme et animal dans l'espace, premier vaisseau vers Vénus et d'autres planètes, première station spatiale. La liste est longue. Cela signifie que, même dans l'esprit de la grandeur soviétique ou russe, c'est un héritage qu'ils ont reçu, et qu'ils perpétuent encore aujourd'hui. Et cela avec fierté. Et dans ce cas, à juste titre. Mais ici, cela se situe désormais à un certain niveau. Ce qui frappe cet éton, c'est le niveau plutôt bas. L'évolution intéressante vient du fait que la guerre ne pèse plus seulement sur la Russie, sur les plans militaires et financiers, mais de plus en plus aussi sur les secteurs de prestige et d'avenir de l'État. Et surtout, l'aérospatial est un secteur qui revient actuellement en force. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et la Alge Crew, ainsi qu'au lieutenant-colonel Renneke, Cilia Dutzi et Ferdinand Mayerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.